Estonie, Lettonie, Lituanie, 3 pays différents mais que l'on appelle les États baltes, des pays très marqués dans leur histoire par diverses influences, la plus grande étant sans doute russe, la Russie qui constitue une menace directe pour ces pays distants de seulement quelques centaines de kilomètres. On va parler de ce sujet aujourd'hui sur Euradio avec notre invitée. Bonjour Céline Bayou. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de cours à l'INALCO et rédactrice en chef de la revue Regard sur l'Est. Et vous venez de publier aux éditions Taillandier ce livre, Les pays baltes face à la menace russe en 100 questions. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail de cette menace, je cite cette phrase de votre livre. C'est un ingénieur de l'Institut national géographique français qui a estimé en 1989 que le centre géographique de l'Europe se situait un peu au nord de la capitale lituanienne, Vilnius. Alors pourquoi parler des pays baltes ? C'est parler de l'Europe tout entière finalement aujourd'hui. Alors peut-être justement parce que en fait, même si on ne le sait pas comme ça spontanément, ils sont au centre de l'Europe. Plaisanterie mise à part, parce que ces histoires de centre géographique de l'Europe, il y en a plusieurs, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'était l'idée de faire un peu un clin d'œil, parce qu'on a toujours cette image en effet des États baltes étant à la marge en fait, parce qu'ils sont en effet. Alors maintenant, on dirait même ils sont sur le flanc est de l'OTAN, et donc vraiment, c'est comme si on les sentait encore plus marginaux parce qu'ils sont au point de contact de la Russie directement et donc de la menace. Mais en réalité, ils sont pleinement européens, et on l'a bien senti à partir de 1991 et le recouvrement des indépendances suite à la chute de l'URSS. Leur obsession et leur priorité a été de faire reconnaître le fait qu'ils étaient pleinement européens et qu'on devait les considérer comme tels, et que finalement cette occupation soviétique pendant 50 ans avait été un accident de l'histoire. Donc oui, ils sont centraux, et puis ils le sont de plus en plus par le rôle qu'ils jouent, notamment au sein de l'Union européenne. Alors un peu d'histoire, parce que vous en faites évidemment dans ce livre. Comment ces 3 pays se sont-ils retrouvés par ce que l'on appelle ou on appellerait une communauté de destin ? Alors, communauté de destin, je l'utilise surtout pour le XXe siècle, mais je pense qu'on peut avoir déjà des éléments aussi de cette communauté de destin au XIXe. Mais vraiment, on le voit très très clairement au XXe siècle avec les déclarations d'indépendance en 1918, avec sur les 3 pays, 2 pour lesquels c'est la première fois qu'ils sont indépendants et qu'ils ont une souveraineté, c'est-à-dire l'Estonie et la Lettonie. La Lituanie a une histoire plus ancienne et une histoire d'ailleurs, une grande histoire étatique. Mais donc à partir de 1918, il y a ces indépendances et qui vont... Enfin, à partir de là, on a une sorte d'enchaînement d'événements au XXe siècle qui les rend comparables, parce qu'ils vont subir... Alors c'est une histoire assez terrible, mais ils vont subir les mêmes agressions finalement de la part de leurs voisins pendant tout le XXe siècle, et ils vont s'en libérer au même moment. Donc cette communauté de destin, elle est assez marquante, et elle explique en partie, parce que c'est un peu un reproche qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de les regarder comme un tout, et d'ailleurs ça les agace parfois, et c'est, enfin, une ex-présidente de Lettonie disait, mais il faut arrêter de nous regarder comme des triplets baltes, et ce qu'on comprend, et en même temps on comprend aussi notre approche plus à l'ouest quand on les considère souvent comme un ensemble, parce que 3 pays qui ont partagé quand même une histoire assez proche, ce qui n'enlève en rien le fait que ce sont 3 pays parfaitement distincts. Alors il y a l'indépendance de ces pays, vous l'avez dit, en 1918, et après l'entre-deux-guerres, et donc cette longue période d'indépendance, arrive la Seconde Guerre mondiale, à la suite de laquelle les 3 pays sont occupés par l'URSS. Quelle était leur place au sein de cette Union soviétique ? Alors dans un premier temps, enfin lors de la première occupation, donc de 1940 à 41, c'est vraiment une histoire de conquête typique, sous prétexte de devenir les protéger, parce que l'URSS, décide d'entrer sur leur territoire sous le prétexte de les protéger d'une menace qui vient de l'Ouest et qu'on comprend bien. Et c'est immédiatement une histoire de violence en fait. Et ça c'est très marquant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une espèce, alors il y a une résistance du côté des
des Baltes qui sont pas du tout convaincus du fait que ça serait une bonne nouvelle. Mais on sent une agressivité intrinsèquement de la part des Soviétiques qui considèrent qu'ils n'ont pas l'air de bien comprendre en fait que l'Union soviétique c'est formidable et que l'homme nouveau c'est formidable. Et donc c'est immédiatement des répressions qui sont mises en place. Et les Baltes d'ailleurs appellent cette première année d'occupation l'année des horreurs. C'est-à-dire que c'est des déportations, des répressions et c'est extrêmement violent. Ensuite il y aura une occupation nazie entre 41 et 44 et puis le retour de l'armée soviétique en 44-45 qui vient les libérer indéniablement. Et là c'est ce fameux moment où l'Union soviétique et l'armée rouge jouent un rôle très important dans le reflux des armées nazies. Le problème étant que ensuite l'armée soviétique reste. Et donc c'est une libération, mais c'est le début d'une occupation. Donc dans leur approche, eux, de cette histoire-là, c'est très présent. Et cette répression continue, puisqu'on estime au total qu'environ 625 000 habitants de ces 3 pays ont été tués ou déportés au cours des 2 périodes d'occupation que vous avez décrites. Il y a une commémoration d'ailleurs dans ces 3 pays le 14 juin. Et comment, pendant cette occupation soviétique, les habitants réussissaient à maintenir leur culture propre ? Alors, je pense à la fois par la langue, parce qu'ils ont réussi à maintenir leur langue, tout en parlant le russe, puisque c'était devenu la langue de circulation, enfin, dans tout cet espace soviétique. Il y a eu aussi des actes de résistance. On parle souvent des frères de la forêt, qui sont, des gens qui ont pris entre guillemets le maquis, sauf qu'on est dans les États baltes et donc le maquis c'est une forêt, et qui vont résister pendant pas mal d'années avec le soutien de les populations. Donc, il reste quelque chose pendant toutes ces années d'occupation, vraiment d'une histoire subie à ce moment-là, mais il reste quelque chose de très fort, avec quelques marqueurs identitaires qui vont revenir régulièrement. Donc je citais la langue. Il y a aussi le chant, par exemple. On parle des États baltes où la culture du chant est très très partagée. Et dans les années 80, d'ailleurs, ça va aussi commencer par ça, c'est-à-dire que c'est dans les manifestations identitaires et qui sont une façon de dire on subit cette occupation soviétique, mais c'est pas un choix de notre part. Et nous ne sommes pas soviétiques, nous sommes estoniens, lettons et lituaniens. Ça va passer aussi par le festival du chant, les festivals du chant, etc. Donc il y a des choses, ça passe, j'allais dire, par l'identitaire et culturel qui leur permettent de maintenir quelque chose qui relève de leur identité propre. En 1991, chute de l'URSS, on sait que dans certains pays ex-soviétiques, le rétablissement de la démocratie a parfois été compliqué. Comment ça s'est passé globalement dans ces 3 pays-là ? Alors ça s'est passé extraordinairement bien. Enfin, je veux pas caricaturer, mais à un moment où, en effet, au cours des années 90, et l'Europe de l'Ouest s'interrogeait beaucoup justement sur les ingrédients, sur qu'est-ce qui risquait de peut-être déraper ou de pas bien se passer. Ils ont pris des trajectoires, les 3 pays, alors très radicales au niveau de la transition politique et économique. Donc, je dirais, des transitions libérales, aussi bien économiquement que politiquement, et où les choses se sont très bien passées. On n'a pas eu de difficultés particulières. Alors je ne dis pas que les transitions ont été un long fleuve tranquille pour les populations, ça a été compliqué, mais il n'y a pas eu de violence, alors que tous les ingrédients étaient là pour que potentiellement il y en ait, et notamment la présence des fameuses minorités russophones. Enfin, ça aurait pu très facilement mal se passer, et en fait, non, ça s'est plutôt bien passé. On va justement parler de la place de la Russie dans ces pays et la menace aujourd'hui que constitue la Russie, mais on refait un petit bond dans le temps, puisqu'il faut attendre ensuite 2004 pour que les pays baltes adhèrent à l'Union européenne. Comment ça s'est passé, ce processus d'adhésion ? Alors, pareil, c'est plutôt bien passé avec des petites aventures, et notamment ce moment où Bruxelles avait décidé, on a peut-être le souvenir, ce moment où on fonctionnait par train, en fait. On disait que ce seraient les plus méritants qui pourraient rentrer les premiers. Donc il y a eu des petites tensions entre les 3 pays, parce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite à un moment donné par Bruxelles et qui disait l'Estonie est prête à engager les négociations, mais les 2 autres ne sont pas prêts. Donc forcément, ça a été assez mal vécu en Lettonie et en Lituanie. C'était fondé, l'Estonie était un peu plus avancée ? Alors, elle était un peu plus avancée sur les réformes économiques, mais ce qui paraît... moi, la lecture que j'en fais, c'est que c'est quand même un tout petit peu gênant, parce qu'elle était plus avancée dans le sens où elle avait fait elle avait fait le choix d'une transition économique en particulier, qui était la thérapie de choc, avec l'idée qu'il valait mieux que ça soit très violent, mais pendant peu de temps, et ensuite on s'en remettrait. Les 2 autres avaient pris des options un peu plus graduelles. Donc, quand on regardait les indicateurs économiques,
économique, on voyait en effet que l'Estonie était peut-être un tout petit peu plus avancée dans sa transition, mais on voyait bien aussi que la trajectoire des deux autres était bonne. Et donc il y a eu un petit sentiment d'injustice dans les deux autres pays, un petit sentiment de supériorité peut-être du côté de l'Estonie, et qui a créé des tensions qui, à mon sens, n'étaient pas utiles, alors que justement, il n'y avait pas particulièrement de tensions. Bon, c'est pas très grave parce que tout est rentré dans l'ordre et qu'au final, ils ont pu négocier en même temps, ils sont rentrés en même temps, donc bon, c'est un mini-événement, mais voilà, il n'y avait pas une différence très très forte. En réalité, quand même, dans l'évaluation qui avait été faite par Bruxelles et qui a prétendu que c'était l'évaluation économique qui avait présidé à ce choix, on sait qu'il y avait deux problèmes spécifiques et dont on n'a pas voulu trop parler à ce moment-là, qui était que la Lituanie avait sur son territoire une centrale nucléaire donc construite par les soviétiques de type RBMK, c'est-à-dire de type Tchernobyl, et que Bruxelles avait dit aux Lituaniens c'est un no-go, c'est-à-dire vous devez fermer cette centrale, autrement vous ne rentrerez pas dans l'UE. Donc je pense que cette décision en 97 de dire vous n'êtes pas tout à fait prêt était liée à ça. Et en Lettonie, le problème était la législation sur l'acquisition de la citoyenneté pour les non-russophones qui était particulièrement restrictive. Et Bruxelles voulait faire un petit peu pression pour que ça soit assoupli. On parle des pays baltes face à la menace russe aujourd'hui sur Euradio. C'est le titre du livre de notre invitée Céline Bayou, chargée de cours à l'INALCO, chargée de mission également au Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et vous venez donc de sortir un livre sur le sujet. Aujourd'hui, que représentent les forces pro-russes, les forces politiques notamment pro-russes dans ces trois pays ? Alors, j'allais dire plus grand-chose, mais ce serait un petit peu grossier de ma part. Beaucoup moins qu'elles n'ont représenté il y a encore quelques temps, et notamment jusqu'en 2022. C'est-à-dire, vous avez des partis politiques, en fait, qui défendent les droits des russophones. C'est-à-dire notamment parce qu'il y a une question d'acquisition de la citoyenneté, d'intégration qui peut se poser pour l'Estonie et pour la Lettonie. Le cas ne se pose pas pour la Lituanie, où la minorité russophone est très peu importante numériquement. Et donc ces partis politiques, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y en avait en Estonie et en Lettonie. En réalité, c'était des partis sociodémocrates, c'est-à-dire qui défendaient aussi un agenda économique plus, j'allais dire, proche de l'idée qu'on aurait peut-être ici du socialisme, enfin plus à gauche, ce qui n'est pas forcément très en cours dans les États baltes. Et donc on avait ce mélange, c'est-à-dire être plus social-démocrate était être un peu plus le parti des russophones. Et donc c'était assez intéressant, notamment on peut prendre l'exemple de Riga, la ville de Riga. Vous avez eu pendant longtemps un maire russophone, donc la capitale de la Lettonie. La capitale de la Lettonie, pardon. Et on voyait bien qu'à chaque élection, quand il était réélu, forcément, statistiquement, il n'y avait pas que les russophones qui avaient voté pour lui. Donc il y avait des lettons ethniques qui avaient voté pour lui, sans doute parce que l'agenda économique leur convenait. Ces partis ont énormément perdu en audience depuis 2022 parce que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a porté un coup assez fatal, je pense. Alors peut-être ça reviendra dans des années, mais vraiment leur audience a vraiment chuté. Et justement, avant cette invasion russe de l'Ukraine, à quel point les trois pays baltes étaient dépendants économiquement de la Russie ? Alors, ils ont été pendant assez longtemps très très fortement dépendants, et ce qu'on comprend bien, parce que 50 ans d'histoire de cette occupation soviétique fait que vous aviez un système économique et commercial en particulier qui était très lié. On peut prendre l'exemple, parce que ça me paraît le plus marquant, de l'énergie, où les États baltes, qui n'ont pas beaucoup de ressources énergétiques sur leur territoire, voire pas du tout, étaient dépendants à 100% des approvisionnements de gaz et de pétrole en provenance de Russie. Je pourrais citer le système bancaire aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup. Et puis c'était des économies de transit pendant la période soviétique. Il y avait beaucoup de transit de l'Union soviétique et vers l'Union soviétique qui passait par les installations portuaires baltes. Si je reviens sur l'énergie, ce qui est, et je trouve que c'est particulièrement d'actualité en ce moment où on est en train de s'interroger beaucoup sur une crise énergétique majeure. On voit la Hongrie qui est en train de nous dire je suis très dépendant du gaz et du pétrole russe, donc vous pouvez pas m'en empêcher, etc. Les pays baltes l'étaient aussi. Enfin, on pourrait citer la Finlande aussi, mais enfin, aujourd'hui on parle des pays baltes. Les pays baltes étaient totalement dépendants et ils ont fait le choix dans les années 2010. Enfin, ça s'est passé vraiment surtout au cours des années de la décennie 2010, de se défaire totalement de cette dépendance. Alors ça a eu un coût économique énorme parce que quand vous cessez d'acheter du pétrole ou du gaz russe qui n'est pas très cher et
que vous décidez d'acheter du GNL américain, qatari, etc., ça vous coûte plus cher et ça a été supporté par l'ensemble de l'économie, par les consommateurs, par les populations. Mais c'est un choix qui n'a jamais été remis en cause. Et aujourd'hui, quand on parle aux Baltes en leur disant « Ah, alors là, on est devant quand même un gros problème potentiellement qui va arriver par rapport au détroit d'Ormuz », les Baltes ne remettent pas du tout en cause leur choix. C'est-à-dire, oui, on est peut-être devant une grosse crise économique. Il est hors de question de racheter du gaz ou du pétrole russe. Et vous le dites dès l'introduction de votre livre, bien avant les autres pays européens, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont été les cibles de la guerre hybride menée par la Russie contre l'Occident. Ce sont donc ces nouvelles formes de conflictualité. Comment ça s'est manifesté, cette guerre hybride dans les pays baltes ? Alors, avec une inventivité assez extraordinaire, puisque c'est le reflet de l'esprit humain, et l'hybridité, en fait, est un peu sans limite. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que vous avez des idées, d'autant que ça coûte, un certain nombre d'actions hybrides coûte assez peu cher. Et voilà, j'ai tendance, moi, à dire que les Baltes, pour la Russie, sont un peu un terrain de jeu. Ils testent un peu des tas de choses. Donc, il y a eu, symboliquement, la première véritable grosse attaque hybride contre les États baltes, c'était en 2007 contre l'Estonie avec une énorme cyberattaque qui a bloqué complètement tous les services estoniens. Mais on a des actions de désinformation, de manipulation de l'information. On a des brouillages de GPS, des violations d'espace aérien, des crises migratoires organisées par le biais de la Biélorussie, qui est un proxy de la Russie, et qui sont parfaitement organisé, c'est-à-dire à un moment donné, la Biélorussie a mis en place un système de charters venant de pays du Moyen-Orient, amenant donc des populations migrantes vers les frontières de la Pologne et des États baltes, tout à fait volontairement. On a aussi en ce moment des histoires de ballons qui partent de Biélorussie pour faire du trafic de cigarettes, qui traversent la frontière, qui tombent en Lituanie. Donc ça peut paraître un peu anecdotique et un peu drôle, sauf que ça perturbe le trafic civil aérien. Voilà, et j'en oublie bien beaucoup. Et les gouvernements, comment ils ont tenté de répondre à cette guerre hybride ? Alors, ils sont très mobilisés, en fait. Alors, évidemment, par sujet. Donc, quand je cite, par exemple, le numérique, les Estoniens qui sont très avancés sur les questions numériques ont mis en place un certain nombre d'outils pour résister. Mais c'est au coup par coup, comme en fait, c'est quelque chose d'un peu incessant et qu'on invente des nouvelles formes d'hybridité ou d'action hybride en permanence. Donc c'est une mobilisation permanente, alors de la part des autorités et de la part de l'ensemble de la société en fait. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je crois, dans les États baltes, c'est de voir qu'on est sur des sociétés qui sont mobilisées. Alors ça c'est pareil, ça crée pas des tensions au jour le jour, etc. Et ils sont pas non plus morts d'angoisse tous les matins, mais ils ont complètement intégré ces attaques hybrides permanentes. Ils ne s'en satisfont pas du tout, mais ils luttent au quotidien pour faire en sorte que ça ne soit pas trop grave. Et quelle est la réalité de la menace terrestre de la Russie ? On sait que les populations sont inquiètes. Est-ce que la Russie menace militairement directement ces pays ? Alors pas à court terme, et ça les Baltes s'échinent à essayer de nous en persuader et de nous rassurer, parce qu'on a beaucoup de scénarios qui circulent, et notamment avec une focalisation sur Narva, qui est cette ville au nord de l'Estonie, qui est frontalière de la Russie. Ce que disent les États baltes les autorités baltes depuis 2022 en particulier, c'est que finalement tout le système militaire qui était déployé à leurs frontières par la Russie a été largement désengagé parce que, aussi bien en hommes qu'en matériel, en fait, la Russie a eu besoin d'envoyer ça vers l'Ukraine. Et ils en plaisantent d'ailleurs, les États baltes, parfois en disant mais on n'a jamais été aussi tranquille qu'en ce moment, parce que tout ce processus, toute cette organisation, c'est vraiment largement allégé. Il n'en reste pas moins qu'ils se sentent en effet sous le coup d'une menace qui pourrait être conventionnelle, mais ils estiment que ce serait d'ici quelques années. Donc la question, c'est d'être en mesure d'évaluer ou pas d'ici combien d'années, sous quelle forme. Et donc la menace qui pèse sur eux, ce serait celle liée à une volonté possiblement de la Russie de vouloir tester l'OTAN, puisque comme ils sont membres de l'OTAN et comme ils sont petits en territoire et comme ils sont difficilement accessibles pour le reste de l'OTAN, potentiellement, ils seraient des cibles assez faciles, et d'autant qu'on comprend bien que dans la tête de Vladimir Poutine, le fait que ces trois pays soient membres de l'UE et de l'OTAN, ce qui est parfaitement inédit, c'est-à-dire que ce sont les seuls qui ont été
intégrée dans l'Union soviétique, donc parmi les 15 républiques soviétiques qui sont aujourd'hui dans l'UE et dans l'OTAN. On comprend bien que pour Vladimir Poutine, c'est assez insupportable, cette idée-là. Donc ça n'a rien à voir avec la relation que la Russie peut avoir avec l'Ukraine, qui est avec une autre histoire, avec une autre identité, mais c'est quand même quelque chose aussi, un point de focalisation clairement pour la Russie, qui ne se satisfait pas, en effet, de cette appartenance. Et on peut effectivement en savoir plus sur toutes ces questions. Il y en a 100 questions dans votre livre, Céline Bayou. Je rappelle donc ce que vous venez de publier aux éditions Taillandier, Les Pays baltes face à la menace russe en 100 questions. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup.